Bonjour chers étudiants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques discrètes. C'est notre troisième séance. Dans cette séance, on va parler des relations binaires sur un ensemble, relations d'ordre et relations d'équivalence entre deux éléments dans un ensemble donné. Et puis, on va passer à voir l'arithmétique dans Z. Donc, qu'est-ce un entier qui divise un autre, la relation de congruence modulo n, la division euclidienne dans l'ensemble Z, le plus grand diviseur commun et le plus petit multiple commun et les nombres premiers. Donc, on va commencer par définir les relations binaires. Vous vous rappelez lorsqu'on était en petite section et on vous donne un exercice de ce type et on regroupe euh, les objets qui ont même caractéristiques. Bien sûr, on peut par exemple dire quels sont les deux objets qui ont même forme. Voilà, par exemple, euh, ces deux objets ont la même forme, ou bien les objets qui ont même couleur. Voilà, ces deux objets ont même couleur. Ou bien, on peut parler de la relation encore, même en petite section, on parle de la relation plus grand que. Voilà, ceci est plus grand que l'autre, ou bien plus petit que l'autre. Donc, même en petite section, on fait de mathématiques. Donc, on parle avec les relations de deux objets. On dit deux objets, l'un est plus grand que l'autre, l'un égal à l'autre, ou bien même à même forme que l'autre. Donc voilà, qu'est-ce qu'une relation? Donc, si on utilise les symboles maintenant, X et Y, on note tout d'abord pour X, Y dans l'ensemble des étudiants. Donc, vous voyez, j'ai précisé, je travaille dans quel ensemble? Donc, sur l'ensemble des étudiants, je dis que X et Y sont en relation, comme ça, X, R1, Y pour dire X est en relation avec Y, si X est strictement plus grand que Y. Et ça, c'est une relation binaire. Pourquoi binaire? C'est une relation entre deux éléments de même ensemble. L'ensemble des étudiants, X est un étudiant, Y est un étudiant, et j'ai défini bien une relation. R2, c'est une deuxième relation. Je dis que X est en relation avec Y si X, Y sont de même sexe. Voilà, maintenant j'ai donné une relation. La définition, c'est une caractéristique. Ou bien sur l'ensemble des entiers naturels, je peux définir la relation R3. Je dis que X est en relation avec Y si X est un multiple de Y. Bon, c'est clair, alors c'est 60 est en relation avec 10. Pourquoi? Parce que 60 est un multiple de 10. 60, c'est 10 fois 3. Même chose ici, je peux dire, à partir de la définition, regardez, ici j'ai donné la définition. Je dis X est en relation avec Y si X est un multiple de Y. Mais puisque 63 est un multiple de 9, c'est 9 fois 7 finalement. Et donc, je peux dire maintenant 63 alors est en relation avec 9. Voilà, j'ai défini une relation binaire. Voilà la relation 4. C'est quoi la relation 4? On dit que X est en relation avec Y si la différence X moins Y est paire. Et dans ce cas, 60 et 10, oui, 60 moins 10, ça fait 50, 50 est paire. Donc 60 est en relation avec 10. Bien sûr, ici, je parle de la relation 4. Même chose pour 63 et 9. On a dit 63 moins 9, la différence, ça fait 54. 54 est paire et donc oui, 63 est en relation avec 9. Donc vous voyez, c'est bien simple. On donne la définition de la relation binaire et puis on vérifie si on a deux éléments qui sont en relation. Maintenant, je peux même définir une relation sur le plan, l'ensemble des droites du plan. Par exemple, la relation R5, ici, c'est quoi? Je dis qu'une droite D est D'. Je dis que D est en relation avec des primes si D et des primes sont parallèles. Par exemple, comme ça dans cet exemple, ces deux droites alors sont en relation. Ou encore, voilà une autre relation. Je dis que la droite D est en relation avec des primes si D et des primes sont perpendiculaires. Là, c'est bon, j'ai bien compris la relation. Ou encore la relation 7, j'ai dit qu'une droite D est en relation avec une droite D' si les deux droites sont 50. Et donc, j'ai bien encore compris la relation. Donc, vous voyez, je peux définir une relation, l'essentiel. Je donne la définition, c'est quoi la relation, et l'ensemble sur lequel je travaille. Donc, une relation binaire qu'on note d'une façon générale R sur l'ensemble E
est une partie de E croix E, parce qu'on dit que X est en relation avec Y là. Donc ici, je parle d'un couple. Et donc, si XY vérifie cette condition, je dis XY appartient à la relation. Ou encore, je dis que X est en relation avec Y. Et pour la notation, on note pas le couple, mais on note comme ça. X, R, Y. X est en relation avec Y. Maintenant, si vous avez bien compris la définition, voilà quand je dis qu'une relation binaire est réflexive. Donc, si je te donne une relation, quand on dit que cette relation est réflexive, si tout élément est en relation avec lui-même, quel que soit X, donc X est en relation avec X, donc si tout élément de l'ensemble est en relation avec lui-même, je dis que cette relation est réflexive. Voilà quelques exemples. Si on considère par exemple cette relation, je dis que X est en relation avec Y, bien sûr selon la relation R1, si X est strictement plus grand que Y. Bon, c'est une relation, mais est-ce qu'elle est réflexive? Vérifions ensemble. Est-ce que tout X est strictement plus grand que lui-même? Mais c'est impossible. C'est 2, c'est pas strictement supérieur à 2. C'est égal. Donc non, cette relation n'est pas réflexive. On passe à la deuxième relation, R2. Si on travaille avec l'ensemble des étudiants cette fois, et la relation R2, X en relation avec Y, si X et Y sont de même sexe. Et maintenant, je pose la question. Est-ce que tout élément est en relation avec lui-même? Oui, tout élément, tout étudiant a le même sexe que lui-même. Donc, si elle est fille, elle est en relation avec elle-même. Si elle est un garçon, elle est en relation avec, il est en relation avec lui-même. Donc, X et X ont le même sexe. Oui, il s'agit bien de la même personne. Donc, cette relation est réflexive. X est en relation avec Y ici selon la relation R3. X est un multiple de Y. La définition, pardon, je reviens. Je dis que X est en relation avec Y selon la relation R3 si X est un multiple de Y. Est-ce que tout élément est un multiple de lui-même? C'est ça la question qu'on pose. Oui, X égale à 1 fois X. Donc, X est un multiple de lui-même. Et d'où cette relation, cette troisième relation est une relation réflexive. Donc, en résumé, une relation réflexive si tout élément est en relation avec lui-même. On continue avec les exemples. La relation R4. La relation R4, quand je dis X est en relation avec Y, si la différence X moins Y est un nombre pair. Pensez un peu. Est-ce que tout élément est en relation avec lui-même? Tout X est en relation avec lui-même. Pour dire que X est en relation avec X, pour R4, il suffit de vérifier que X moins lui-même est pair. X moins X, c'est 0. Et 0 est un nombre pair, oui. Donc, cette relation est réflexive. Tout élément est en relation avec lui-même. Passons à la relation 5. Sur l'ensemble des droites, maintenant je travaille. Je dis qu'une droite D est en relation avec D'. Si la droite D et la droite D' sont parallèles. Alors, je pose la question, est-ce que cette relation est réflexive? Est-ce que toute droite est parallèle à elle-même? Oui, évidemment, toute droite est parallèle avec elle-même. Et donc, R5 est réflexive. R6. Je dis que deux droites sont en relation, D est en relation avec D'. Si quoi? La droite D est perpendiculaire à la droite D'. Mais est-ce qu'une droite est perpendiculaire à elle-même? Bien sûr, non. On ne peut pas avoir une droite perpendiculaire à elle-même. Et donc, la relation 6 n'est pas réflexive. Passons à la relation R7. Deux droites sont dites en relation, D en relation avec D'. Si D et D' sont séquentes. Voilà, l'intersection, c'est au moins en un point. Oui, toute droite est séquente avec elle-même. Donc, je passe maintenant à définir qu'est-ce qu'une relation symétrique.
On dit qu'une relation binaire sur un ensemble E est symétrique si X en relation avec Y, c'est équivalent à dire que Y est en relation avec X, c'est symétrique. Voilà sur quelques exemples. Par exemple, la relation strictement plus grand. Regardez. Si je considère un réel X et un réel Y, donc l'ensemble sur lequel je travaille, c'est l'ensemble des réels. Et je dis que X en relation avec Y lorsque X est strictement supérieur à X. Et je pose la question, est-ce que cette relation, notée R là, est-elle symétrique? Il faut savoir que symétrique, c'est-à-dire X en relation avec Y, équivalent à dire que Y en relation avec X. Mais X en relation à Y signifie que X strictement plus grand que Y. Voilà la relation, la définition. Y en relation avec X, je dois échanger les rôles maintenant. Y est strictement supérieur à X. Regardez cette phrase. Est-elle correcte? X strictement supérieur à Y, c'est équivalent à dire que Y est strictement supérieur à X. Mais c'est faux. Donc, on n'a pas X en relation avec Y équivalent à Y en relation avec X pour cette relation. Et donc, cette relation, la relation strictement plus grande, n'est pas une relation symétrique. J'espère que c'est clair. Qu'est-ce qu'une relation symétrique maintenant? Si je considère la relation suivante, par exemple, je dis X est en relation avec Y, si X et Y sont de même sexe. Deux filles ou bien deux garçons. Est-ce que cette relation sur l'ensemble des étudiants, bien sûr l'ensemble des individus d'une façon générale, est-ce que cette relation est symétrique? J'écris qu'est-ce qu'une relation symétrique dans le cas général? Signifie que X est en relation avec Y équivalente à Y en relation avec X. C'est-à-dire, si j'échange le rôle X au lieu de Y, je trouve que c'est la même phrase, c'est équivalent. Est-ce que ceci est vrai pour la relation X-Y sont de même sexe? Oui, dire que X et Y sont de même sexe ou bien dire que Y et X sont de même sexe, mais c'est la même chose, c'est la même phrase. Donc oui, pour cette relation, c'est une relation symétrique. Je donne un troisième exemple. Par exemple, X en relation avec Y, une troisième relation, si X est un multiple de Y. Ici, je travaille sur l'ensemble des entiers relatifs. Est-ce que c'est une relation symétrique? Encore, j'écris. Relation symétrique signifie que quoi? La phrase X en relation avec Y est elle-même la phrase Y en relation avec X. Est-ce que ceci est vrai maintenant? La question, est-ce que ceci est vrai quel que soit X et quel que soit Y dans Z? Regardez, X est un multiple de Y. Par exemple, 9 est un multiple de 3. Parce que 9 est égal 3 fois 3. C'est un multiple de 3. Mais est-ce que ceci signifie que 3 est en relation avec 9? Est-ce que 3 est égal à 9 fois un entier dans Z? Non. 3, c'est pas 9 fois 1, ou bien 9 fois 2, ou bien 9 fois 3. Non, c'est pas ça. Et donc, 3 n'est pas un multiple de 9. Donc, on n'a pas cette équivalence pour la relation X est un multiple de Y. Je ne peux pas échanger le rôle. Si X est un multiple de Y, ça n'implique pas que Y est un multiple de X. Donc, cette relation n'est pas symétrique. Je donne une autre relation, la relation R4, par exemple. Je travaille toujours dans Z. Donc, X, Y sont dans Z. Je dis que X est en relation avec Y si la différence X moins Y est un nombre pair. Pair, c'est-à-dire, je rappelle, il s'écrit sous la forme 2 fois K avec K entier relatif. Maintenant, la question, est-ce que cette relation est symétrique? Symétrique, c'est-à-dire, si je change le rôle
Si x moins y est un nombre pair, ça implique ou pas, ou bien c'est équivalent à dire que y moins x est aussi un nombre pair. Oui, c'est équivalent à dire ça. Pourquoi? Parce que finalement, la multiplication par moins 1 ne change pas la parité. 2 est un nombre pair. Moins 2, c'est un nombre pair. 4, c'est un nombre pair. Moins 4 est un nombre pair. 6 ou bien moins 6, ce sont deux nombres pairs. Donc, la multiplication par moins 1 ne change pas la parité de l'entier naturel. Si un nombre pair, je te rappelle, c'est-à-dire c'est un multiple de 2. Donc, moins 2, c'est un multiple de 2, c'est 2 fois moins 1. Moins 4, c'est un multiple de 2, c'est moins 2 fois 2, ainsi de suite. Donc, l'essentiel, dire que x moins y est pair, ou bien tu dis y moins x est pair, c'est la même chose. Donc, avec cette relation, on dit que c'est une relation symétrique. La relation R4 est une relation symétrique. Sur le plan maintenant, l'ensemble des droites, si je dis une droite D est en relation avec des primes, voilà la définition, lorsque D est parallèle à des primes. Est-ce que cette relation est symétrique? Est-ce que je peux échanger les rôles de D et des primes? Ça change quelque chose? Non, dire D parallèle à des primes ou bien D primes et parallèle à D, c'est la même chose. Donc oui, R5 est comment? Est symétrique. R6, par exemple, la relation R6, je dis que une droite D est en relation avec une droite des primes si D est perpendiculaire à des primes. Est-ce que c'est une relation symétrique? Est-ce que je peux échanger le rôle? Regardez. Est-ce que ça change la phrase? Non, dire que la droite D est perpendiculaire à la droite des primes, ou bien on dit que D' est perpendiculaire à D, c'est la même chose finalement. Donc oui, la relation R6 est symétrique. Je définis maintenant qu'est-ce qu'une relation antisymétrique. Et ne pensez pas que antisymétrique, c'est le contraire de symétrique. Non, regardez, c'est un truc là, c'est un autre truc. Une relation binaire est dite antisymétrique. C'est quoi? Le fait que X en relation avec Y et Y en relation avec X, si on a ces deux phrases, X en relation avec Y et Y en relation avec X, alors ça implique que X égale à Y. Si cette implication est toujours correcte, je dis que la relation est comment? Elle est antisymétrique. Voilà, je considère, je reprends les relations précédentes et on vérifie s'ils sont antisymétriques. Regardez par exemple. Donc, toujours j'écris la définition antisymétrique, c'est-à-dire quoi? Si on a X en relation avec Y et aussi Y en relation avec X, alors ces deux phrases impliquent que X égale à Y. Regardons un premier exemple. Si je considère X, je travaille sur l'ensemble des entiers, toujours relatifs. X en relation avec Y, lorsque X est un multiple de Y. Alors, examinons si cette relation est symétrique ou pas. Quand je peux dire qu'elle est symétrique, je suppose que X en relation avec Y et Y en relation avec X. Donc, X est un multiple de Y et Y est un multiple de X. Ici, si je travaille dans Z, ceci n'implique pas que X égale à Y. Par exemple, 2 est en relation avec moins 2. Et moins 2 en relation avec 2. 2, c'est un multiple de moins 2 et moins 2 aussi, c'est un multiple de 2. Mais 2 différent de moins 2. Donc, si je travaille dans Z, cette relation n'est pas antisymétrique. Donc, je dis R1 n'est pas antisymétrique
dans Z. Pourquoi? Parce que voilà, on peut avoir deux éléments. L'une est en relation avec l'autre, mais on n'a pas l'égalité. Et pour dire qu'elle est antisymétrique, il faut que dès qu'on a le double relation, on a égalité. Mais imaginons que je travaille sur N maintenant. Si je travaille dans N, le fait que X est un multiple de Y et Y est un multiple de X, ça implique que la valeur absolue de X implique quoi? Que la valeur absolue de X égale la valeur absolue de Y. Mais puisqu'on travaille dans N, donc tous les entiers sont positifs là. Donc la valeur absolue de X, c'est X, la valeur absolue de Y, c'est Y. Donc je trouve X égale à Y. Donc cette relation, elle n'est pas antisymétrique dans Z, mais elle est antisymétrique sur N. Si je travaille avec N, oui. Mais si je travaille dans Z, cette relation n'est pas antisymétrique. Peut-être cet exemple était un peu difficile. Je passe à un exemple plus simple. Alors, par exemple, la relation R2, X en relation avec Y lorsque X moins Y est pair. Alors, imaginons qu'on a X en relation avec Y et aussi Y en relation avec X. C'est-à-dire quoi? X moins Y est pair et Y moins X est pair. Et alors, est-ce que ceci implique que X égale à Y? Non, pas forcément. Voilà un contre-exemple. Si je considère 2 et 4. 2 en relation avec 4, pourquoi? Car 2 moins 4 égale à moins 2, c'est un nombre pair. Et 4 en relation avec 2, car 4 moins 2 égale 2, c'est un nombre pair. Mais 4, différent de 2. Et donc, le fait que 2 en relation avec 4 et 4 en relation avec 2, ça n'implique pas que c'est le même élément. Donc, cette relation, la relation R2, n'est pas antisymétrique dans Z. Je considère un autre exemple. R3. Je travaille maintenant sur R. X et Y sont R, de réels. Je dis que X est en relation avec Y si X inférieur ou égal à Y. Est-ce que cette relation est antisymétrique? Examinons ça ensemble. Si on a X en relation avec Y et Y en relation avec X, ça implique ou pas que X égale Y. Donc, X en relation avec Y, c'est-à-dire X inférieur à Y. Maintenant, Y en relation avec X doit échanger, c'est-à-dire Y inférieur égal à X. Mais est-ce que ceci implique que X égale Y? Oui, bien évidemment. Si X inférieur ou égal Y et Y inférieur ou égal à X, alors il s'agit de même réel. Donc, R3 est une relation antisymétrique. Passons maintenant à la définition de une relation transitive. Voilà la définition. Une relation binaire sur E est dite transitive si elle vérifie quoi? Donc, juste, attendez, transitive. Voilà. Une relation binaire sur E est dite transitive si elle vérifie quoi? Cette fois, je considère trois éléments de l'ensemble E. Si on a X en relation avec Y et Y en relation avec Z, alors X en relation avec Z. Dans ce cas, je dis que la relation est transitive. Bon, on va considérer quelques exemples pour voir la définition d'une relation transitive. Je considère juste, je réécris la définition, on dit que R est transitif si quoi?
Si on a X en relation avec Y et Y en relation avec Z, alors ceci implique que X en relation avec Z. Bon, on va considérer comme premier exemple X en relation avec Y lorsque X est inférieur ou égal à Y. Alors, est-ce que cette relation est transitive? Si je considère X, Y et Z dans R, je suppose que j'ai cette propriété. Est-ce que ceci implique que X est en relation avec Z? Bon, cette propriété, ça implique quoi? X en relation avec Y, c'est-à-dire X inférieur ou égal à Y. Maintenant, Y en relation avec Z, c'est-à-dire Y inférieur ou égal à Z, d'après la définition. Est-ce que ceci maintenant implique que X en relation avec Z? Est-ce que ceci implique que X inférieur ou égal à Z? Oui, bien évidemment, c'est X plus petit que Y. Et Y plus petit que Z. Donc, X plus petit que Z. C'est la transitivité. Donc, la relation R1, cette relation R1 est une relation transitive. Je passe à notre exemple. Si je considère l'ensemble des étudiants, X en relation avec Y lorsque le nom de X égale le nom de Y. Parfois, on trouve des étudiants qui portent le même nom. Et donc, je me pose la question, est-ce que cette relation est transitive? Transitive, c'est-à-dire quoi? Si je considère X en relation avec Y et Y en relation avec Z, est-ce que ceci implique que X en relation avec Z? Examinons ça. X en relation avec Y, c'est-à-dire le nom de X égale le nom de Y. Et le nom de Y, c'est égal au nom de Z. Est-ce que ceci implique que le nom de X égale le nom de Z? Oui, bien sûr. Le nom de X égale le nom de Y. Et le nom de Y égale le nom de Z. Donc, X, le nom de X égale le nom de Z. Donc, la relation R2 est comment? Est transitive. Je considère un exemple sur les entiers relatifs. Si je travaille dans Z, je considère alors X, Y, Z dans l'ensemble des entiers relatifs. Je dis que X est en relation avec Y si X est un multiple de Y. C'est une définition, est un multiple de Y. Vous voyez, je peux prendre n'importe quelle relation. Juste, ce qui m'intéresse, c'est les propriétés de cette relation. Vous pouvez donner n'importe quelle définition, c'est une relation binaire. Mais maintenant, est-elle transitive, est-elle réflexive, est-elle symétrique? On va étudier toute notre relation. Alors, j'ai donné une relation. Je dis que X en relation avec Y, c'est quoi? X est un multiple de Y. Et je pose la question, est-ce que cette relation est transitive? Alors, transitive, c'est-à-dire si X en relation avec Y et Y en relation avec X, alors ceci implique que Y en relation avec Z, pardon, alors ceci implique que X en relation avec Z. Est-ce que ceci est vrai? Est-ce que cette implication est correcte? Bon. Si X est en relation avec Y, c'est que X est un multiple de Y, c'est-à-dire X égale, par exemple, K fois Y. Maintenant, on a Y en relation avec Z. Donc, Y est un multiple de Z. Donc, Y égale à notre K, donc on note K prime Z. Donc, est-ce que X est un multiple de Z? Regardez, X s'écrit comme K fois Y, mais Y s'écrit comme K prime fois Z, donc X s'écrit comme K fois K prime fois Z. Donc oui, c'est un multiple de Z. Donc c'est correct, elle est correcte cette implication. Et donc, je peux dire que la relation 3, la relation R3 est une relation transitive. Passons maintenant à définir qu'est-ce qu'une relation d'équivalence. Donc, tout d'abord, on a introduit la définition d'une relation binaire, relation entre deux éléments, dans un ensemble. On a vu les définitions, les caractéristiques. On peut avoir des relations qui sont symétriques, des relations qui sont réflexives,
de relations qui sont transitives et de relations qui sont antisymétriques. Donc, on a vu jusqu'à maintenant 4 propriétés. Maintenant, quand je dis que la relation est une relation d'équivalence, je dis une relation d'équivalence si elle vérifie les 3 propriétés suivantes. Réflexive, symétrique et transitive. Si on a une relation qui est à la fois symétrique, réflexive et transitive, donc je dis c'est une relation d'équivalence. Voilà quelques exemples des relations d'équivalence. Par exemple, je travaille dans R. Donc, l'ensemble E, c'est l'ensemble des réels. Est-ce que la relation égalité, je veux expliquer c'est quoi la relation égalité, est une relation d'équivalence. Donc, regardez, je veux dire quoi par la relation égalité? Puisque je travaille dans R, donc je dis que X en relation avec Y, si X égale Y. Ici, X, Y sont de réels. Donc, je vérifie 3 points. C'est, est-elle symétrique? Est-elle réflexive? Est-elle transitive? Si la relation, cette relation que je note par R ou bien égale tout simplement, elle est symétrique, réflexive et transitive à la fois, donc je dis que c'est une relation d'équivalence. Alors, juste pour rappeler, je vais écrire en rouge la définition. Symétrique, c'est-à-dire X en relation avec Y, équivalent à dire Y en relation avec X. Réflexive, c'est-à-dire quoi? X est toujours en relation avec lui-même. Et maintenant, transitive signifie quoi? Signifie que si on a X en relation avec Y et Y en relation avec Z, bon, en rouge, je vais écrire X en relation avec Y et Y en relation avec Z, si on a ces deux phrases correctes, alors X est en relation avec Z. Donc voilà les 3 propriétés à vérifier pour dire que c'est une relation d'équivalence. Je commence par la première. Donc, est-ce que X égale Y équivalent à dire que Y égale à X? Qu'est-ce que je fais? Je tout simplement remplacer le R par sa définition parce que R, c'est la relation égale. Est-ce que X égale à Y équivalent à dire que Y égale à X? Mais bien évidemment, oui. Donc, la relation est bien symétrique. Réflexive. Est-ce qu'on a X en relation avec X? C'est-à-dire, est-ce qu'on a X toujours égal à X? Mais oui, encore. Donc, elle est réflexive. La troisième propriété. Est-ce qu'on a cette implication? Si X égale à Y et Y égale à Z, est-ce que ceci implique que X égale à Z? Qu'est-ce que j'ai fait? Juste, je remplacer R par la relation égale. Si X égale à Y et Y égale à Z, mais bien évidemment, X égale à Z, encore oui. Donc, elle est transitive. Et donc, la conclusion, la relation égalité est une relation d'équivalence. Je passe maintenant à vérifier la deuxième relation, la relation plus petit ou égal, inférieur ou égal. Est-ce que c'est une relation d'équivalence? Encore, je vais vérifier avec les 3 propriétés. Donc, cette fois, on va parler de la relation inférieure ou égale. Donc, ici, je veux effacer, c'est pas égal, mais plutôt, on va parler de la relation inférieure ou égale. Et on va chercher si elle est une relation d'équivalence, c'est-à-dire est-elle symétrique, est-elle réflexive, est-elle transitive. Donc, si je fasse ici le égal et j'écris inférieur ou égal. Donc, X inférieur ou égal à Y, est-ce que ceci implique ou bien équivalent à dire que Y inférieur ou égal à X? C'est ça, le fait que la symétrie de la relation, c'est quand on peut échanger le rôle de X, Y. Le fait que X est en relation avec Y, équivalent à dire que Y est en relation avec X. C'est ça la symétrie. Mais ici, non. Clairement, non. Si X inférieur ou égal à Y,
Pas forcément, non. Ça implique pas que y inférieur à x. Voilà, par exemple, 3 inférieur à 4, mais on peut pas dire que 4 inférieur ou égal à 2. Ça, c'est faux. Et donc, ça n'est pas vérifié. Donc, n'est pas symétrique. Et donc, c'est pas la peine de vérifier les autres. Ça y est, c'est bon, on a trouvé l'une des propriétés que ne marche pas, donc, n'est pas une relation d'équivalence. Je passe maintenant à la relation suivante. X en relation avec Y, équivalent à dire que X fois Y supérieur ou égal à 0. Donc, on vérifie ensemble si cette relation est une relation d'équivalence. Allez, on va essayer ensemble. Donc, cette fois, je travaille toujours d'après lui, je dois travailler dans R. Hein, n'oubliez pas, il a donné l'ensemble. Il a dit travaillons dans R. Alors, c'est quoi la relation X en relation avec Y? Quand je dis que X est en relation avec Y, lorsque X fois Y positive. C'est ça la définition. Maintenant, on va vérifier si cette relation R est-elle une relation d'équivalence. On commence par exemple, on a dit elle doit être symétrique, transitive et réflexive. Bon, on va commencer par la réflexivité de cette relation. Est-ce que toujours X est en relation avec X lui-même? Est-ce qu'on a ça? Bon, on va vérifier, on va remplacer le fait que X est en relation avec X par cette définition. Est-ce qu'on a X fois X est positive? Oui, bien sûr, X fois X c'est X carré et X carré est toujours positif. Donc ça, c'est vrai. Donc oui, elle est réflexive. Est-elle symétrique maintenant? C'est-à-dire quoi? Si X en relation avec Y, est-ce que ceci implique ou bien équivalent à Y en relation avec X? Est-ce qu'on a cette équivalence? Voilà, on va remplacer. Dire que X en relation avec Y, c'est X fois Y positive. Est-ce que ceci implique que Y fois X positive? Oui, bien sûr, vous savez que le produit dans R est commutatif. 2 fois 3 ou bien 3 fois 2, c'est la même chose. X fois Y ou bien Y fois X, c'est la même chose. Donc oui, là, donc elle est symétrique. Est-elle transitive maintenant? C'est-à-dire quoi transitive? Je vais changer la couleur. C'est-à-dire si X en relation avec Y et Y en relation avec Z, est-ce que ceci implique que X en relation avec Z? Allez, faites pause sur la vidéo et essayez de déterminer si cette relation est transitive. Juste, vous allez remplacer X en relation avec Y, c'est-à-dire X fois Y positive. Y en relation avec Z, c'est-à-dire Y fois Z positive. Est-ce que ceci implique que X fois Z est positif? Oui ou pas? Je vais effacer ceci pour répondre à la question. Donc ici, si je considère X égale, par exemple, 1, Y égale 0 et Z égale à moins 1. Regardez, X fois Y, c'est 0, c'est positif finalement. Et Y fois Z, c'est 0, c'est encore positif. Mais est-ce que X fois Z est positif? Non, c'est négatif. Donc, cette implication n'est pas toujours vraie. Et donc, cette relation n'est pas transitive sur R parce que, voilà, on a vérifié sur un contre-exemple. Et donc, la relation suivante, R, n'est pas une relation, donc la réponse ici, non, elle n'est pas une relation d'équivalence. On va passer à l'exemple suivant de cet exercice. Quatrième exemple. Allez, essayez tout seul. Est-ce que cette relation, ici notée R', est-ce que R' est une relation d'équivalence sur R? Allez, on va corriger ensemble. Donc, la relation X
en relation avec Y, si quoi? Juste la notation R' pour dire c'est une autre relation, c'est tout, hein, notation d'une relation. Si X carré égale Y carré. Est-elle une relation d'équivalence? On va vérifier si elle est réflexive. On va commencer par la réflexivité. Réflexive. Est-elle réflexive? C'est-à-dire, est-ce que tout élément de R en relation avec lui-même? Est-ce qu'on a X est toujours en relation avec X? Oui, juste vous remplacez Y par X, vous allez trouver X carré X égale à X carré et oui, c'est correct. Donc oui, la relation est réflexive. Est-elle transitive? C'est-à-dire, si X en relation avec Y et Y en relation avec Z, est-ce que ceci implique ou pas que X en relation avec Z? Vérifions ça. X en relation avec Y, c'est-à-dire X carré égale à Y carré. Et Y en relation avec Z signifie que Y carré égale à Z carré. Est-ce que ceci implique que X carré égale Z carré? Oui, bien évidemment, X carré égale Y carré. Et Y carré égale Z carré. Donc, X carré égale Z carré. C'est-à-dire X en relation avec Z. Et d'où, donc, la relation est comment? Est transitive. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Elle est réflexive. Elle est transitive. Vérifions maintenant si elle est comment? Symétrique. Très bien. Symétrique, donc. C'est-à-dire quoi symétrique? Est-ce que le fait que X est en relation avec Y est équivalent à dire que Y est en relation avec X? Oui, bien sûr, si on dit que X carré égale Y carré, ou bien on dit que Y carré égale X carré, mais c'est la même chose. Oui, donc R est comment cette relation R' est symétrique. Donc, on a vérifié les trois propriétés. R', elle est symétrique, transitive. Elle est symétrique, transitive et réflexive. Et donc, R' est une relation d'équivalence. Revenons maintenant à notre petit exercice. Par exemple, donc, si on a un ensemble comme ça qui contient des objets ayant différentes formes, différentes couleurs, ainsi de suite, si je considère la relation même couleur, vous pouvez vérifier que la relation deux objets ici ont la même couleur, c'est une relation d'équivalence. Ou bien je considère la relation deux objets ont la même forme. Aussi, c'est une relation d'équivalence. Même surface, vous pouvez vérifier c'est une relation d'équivalence, c'est-à-dire symétrique, réflexive et transitive. Et donc ici, on peut alors l'intérêt de relation d'équivalence, c'est qu'on dit que deux éléments ils ont la même caractéristique. Tout dépend de la caractéristique. Est-ce qu'on peut parler de la couleur, bien la forme, bien la surface. Donc ici, une relation d'équivalence, c'est-à-dire elle relie deux objets qui ont même caractéristique. Par exemple, si je considère maintenant l'ensemble muni d'une relation d'équivalence quelconque ici, par exemple en même couleur. Alors, je peux noter X point, comme ça, X point, c'est l'ensemble des éléments qui sont en relation avec X. Donc, X point, c'est l'ensemble des Y dans l'ensemble E qui sont en relation avec Y. Donc, si je reviens à l'exemple précédent, si je considère même couleur, par exemple, c'est quoi la classe d'équivalence de ce triangle-là? Ce sont les éléments qui ont même couleur que ce triangle, c'est-à-dire tous les objets qui sont en rouge là. Cet objet, celui-là, 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 on met tout ça dans un ensemble et on appelle cet ensemble la classe d'équivalence du triangle. Si je considère la classe d'équivalence de ce cercle-là, et avec toujours la relation même couleur, donc on va trouver un ensemble qui contient ce cercle, cette forme-là,
et ce petit cercle ici. Donc, la classe d'équivalence d'un élément, c'est l'ensemble des éléments qui ont la même caractéristique selon la relation qui est donnée. Voilà, par exemple, si je considère l'ensemble des étudiants, je travaille sur l'ensemble des étudiants et je dis qu'un étudiant X est en relation avec un étudiant Y. Si quoi? Lorsque le nom de X égale le nom de Y. Donc, je veux noter avec X, Y pour mieux comprendre. Donc, le nom de X égale le nom de Y. Donc, X en relation avec Y lorsque nom de X égale nom de Y. C'est bien une relation d'équivalence. Pourquoi? Parce qu'elle est réflexive. Nom de X égale nom de X, bien évidemment. Symétrique, je dis nom de X égale nom de Y ou bien nom de Y égale nom de X, c'est la même chose. Et transitive, nom de X égale nom de Y et nom de Y égale nom de Z, certainement nom de X égale nom de Z. On a vérifié ça, c'est une relation d'équivalence. Maintenant, si je considère Ali par exemple, c'est quoi la classe d'équivalence de Ali? Tout étudiant qui sont en relation avec Ali. Selon, bien sûr, ma relation. Mais ma relation, on dit que deux étudiants sont en relation lorsqu'ils possèdent le même nom. Donc, ici, dans la classe de Ali, je vais regrouper tous les étudiants qui s'appellent Ali. Et la classe d'équivalence de Mohammed. Je vais mettre dans cette, bien sûr, pour la classe, soit j'écris point, soit j'écris comme ça barre. Hein. C'est toujours pour noter classe d'équivalence. La classe d'équivalence de Mohammed, je vais utiliser la même notation, c'est l'ensemble de tous les étudiants dont leur nom est Mohammed. Je considère une autre propriété. Je dis par exemple X est en relation avec Y si la première lettre du nom du X est elle-même la première lettre du nom de Y. Donc, je dis que X sont en relation avec Y lorsque X, Y, leur nom commence par la première lettre. C'est ça. Bon, vous pouvez vérifier qu'il s'agit bien d'une relation d'équivalence symétrique, réflexive et transitive. Maintenant, c'est quoi la classe d'équivalence de Ali? C'est maintenant tous les étudiants dont leur nom commence par Ali, par A. Donc, je peux dire Ahmed, Ali, Adam, ainsi de suite. Donc, ici, la classe, bien sûr, dépend de la relation. La classe d'un X, c'est l'ensemble de tout élément qui est en relation avec X. Donc, ici, ma relation, je dis que X est en relation avec Y lorsque leur nom commence par la première lettre. Donc, la classe de Ali, c'est Ahmed, Ali, Adam, toute autre personne dont le nom commence par A. On va essayer maintenant de faire ce petit exercice. Je travaille sur Z. Je donne la relation R définie par X en relation avec Y signifie que X moins Y est un nombre pair. Maintenant, la première question, montrer que R est une relation d'équivalence et puis on va chercher la classe d'équivalence de 2. Bon, on va commencer la solution. Relation d'équivalence, c'est-à-dire on va démontrer la réflexivité. Est-ce que la relation est réflexive ou pas? Donc, pour ce faire, je fixe X dans R et je vérifie si X est en relation avec X. Est-ce que X moins X est un nombre pair? Oui et pair. Donc, X est en relation avec X. C'est-à-dire, la relation R est réflexive. Je passe maintenant à vérifier si elle est symétrique.
Et pour ce faire, je suppose maintenant que j'ai deux variables, x et y. Si x en relation avec y, ça implique que x moins y est pair. Et on a dit la multiplication par signe moins ne change pas la parité. Donc, y moins x est pair. Et de coup, y est en relation avec x. Donc, si x est en relation avec y, ça implique que y est en relation avec x, d'où la relation est comment? Elle est symétrique. Notre relation R est symétrique. Est-elle transitive maintenant? Pour vérifier si elle est transitive ou pas, je veux considérer trois variables aléatoires, soit trois variables réelles, soit x, y, z dans R. Je suppose que x en relation avec y et y en relation avec z. Ceci implique alors que x moins y est un nombre pair et y moins z est un nombre pair. Bon, ça reste la question, est-ce que x est en relation avec z? C'est ça la transitivité. Si x est en relation avec y et y en relation avec z, est-ce que ça passe x est en relation avec z? C'est-à-dire x moins z est-elle pair? Mais x moins z, je peux écrire, c'est x moins y plus y moins z. J'ajoute et je retranche au y. X moins y, c'est un nombre pair. Y moins z, c'est un nombre pair. Et la somme de deux nombres pairs, ça reste pair. Donc ça, c'est un nombre pair. Et donc, x moins z est comment? Est pair, c'est-à-dire x en relation avec z. Donc, pour cette question, oui. Donc, la relation et comment elle est transitive. Et on a vérifié les trois propriétés, réflexivité, symétrie et la symétrie et la transitivité. Donc, la conclusion, notre relation est une relation d'équivalence. La deuxième question, maintenant, déterminer la classe de 2. Je vais noter par comme ça, 2 barres. C'est la deuxième question là. La classe de 2, c'est-à-dire quoi? C'est l'ensemble des éléments dans Z, ou bien des Y dans Z, tels que Y est en relation avec 2. Donc, on a dit la classe d'un X, c'est l'ensemble des éléments qui sont en relation avec X. Donc, la classe de 2, c'est l'ensemble des Y qui sont en relation avec 2. Mais Y est en relation avec 2, c'est-à-dire quoi? Y moins 2 est un nombre pair, c'est-à-dire s'écrit sous la forme 2 fois K, avec K dans Z. Parce que tout nombre pair s'écrit comme multiple de 2 fois K. Et donc, Y qui est en relation avec 2 vérifie quoi? Y égale 2K plus 2, avec K dans Z. C'est-à-dire encore que Y s'écrit comme 2 fois quelque chose. 2 fois un entier relatif. Et donc, Y aussi est pair. Donc, c'est quoi la classe de 2? C'est l'ensemble des Y qui sont pairs. Donc, la classe de 2, c'est l'ensemble de tous les entiers pairs. Donc, vous voyez ici, on cherche la classe de 1, même s'il n'a pas demandé. La classe de 1, c'est quoi? L'ensemble des éléments dans Z qui sont en relation avec 1. C'est-à-dire quoi en relation avec 1? C'est l'ensemble des Y dans Z, tel que Y moins 1, c'est pair, c'est-à-dire égal 2K. K dans Z.
Donc, Y, il s'écrit sous quelle forme? Y égale 2K plus 1 avec K dans Z. Mais les entiers relatifs qui s'écrivent sous la forme de K plus 1, ce sont les entiers impairs. Donc, la classe de 1, c'est l'ensemble des entiers impairs. Y dans Z, tel que Y impair. Vous voulez qu'on cherche la classe de 0? Allez, vite fait. C'est quoi la classe de 0? C'est l'ensemble des éléments dans Z qui sont en relation avec 0, c'est-à-dire Y en relation avec 0. Mais notre relation qu'on est en train de l'étudier, Y moins 0 est pair, c'est-à-dire égale 2K avec K dans Z. Donc, c'est l'ensemble des entiers relatifs qui sont comment? Y s'écrit comme 2K avec K dans Z. Donc, aussi la classe de 0, c'est l'ensemble des entiers relatifs qui sont comment? Pairs. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Si vous cherchez la classe de 3, certainement vous allez trouver la classe de 3, c'est l'ensemble des entiers impairs. La classe de 4, c'est l'ensemble des entiers pairs. Donc ici, on a dans Z deux classes d'équivalence. Dans Z, il y en a deux classes d'équivalence. La classe de 0, c'est elle-même la classe de 2, c'est elle-même la classe de 4. Ce sont tous l'ensemble des entiers pairs. Et il y en a la classe de 1 ou bien la classe de 3, c'est l'ensemble des entiers impairs. Donc finalement, je peux écrire Z est formé par deux classes, la classe de 1 et la classe de 0, l'ensemble des entiers pairs et l'ensemble des entiers impairs. Donc, il y en a uniquement deux classes, qui est la classe de 1 et la classe de 0, par exemple. Et je note ces deux ensembles Z sur 2Z. Bon, on va revoir cette notation dans des chapitres à venir, mais juste, je voulais faire la remarque. On peut diviser Z sur deux ensembles, l'ensemble des entiers pairs et l'ensemble des entiers impairs. Mais l'ensemble des entiers pairs sont la classe de 0 et l'ensemble des entiers impairs, c'est la classe de 1. Bien sûr, selon cette relation qu'on a introduite. Je définis maintenant qu'est-ce qu'une relation d'ordre. Donc, on a parlé des relations d'équivalence. Une relation d'équivalence, c'est une relation symétrique, transitive et réflexive. Maintenant, quand je dis qu'une relation est une relation d'ordre, si elle vérifie trois encore propriétés, mais cette fois réflexive, ok, transitive, ok, mais antisymétrique. Donc, si elle vérifie ces trois propriétés, je dis que ma relation binaire est une relation d'ordre. Voyons sur quelques exemples, la relation inférieure ou égale. Donc, vérifions si la relation inférieure ou égale, c'est une relation d'ordre. Donc, je définis comme ça, X en relation avec Y, lorsque X inférieur ou égal à Y. Et là, je travaille sur R. Est-elle une relation d'ordre? Donc, il y a trois propriétés à vérifier. Est-elle cette fois réflexive? Symétrique? Non, antisymétrique. Pour la relation d'ordre, antisymétrique et transitive. Donc, est-elle réflexive? C'est-à-dire, est-ce que tout élément est en relation avec lui-même? Que pensez-vous? Oui, toujours X inférieur égal à X, c'est correct. Et donc, oui, elle est réflexive. La relation inférieure égale est-elle antisymétrique? Je te rappelle la définition, bien sûr. C'est antisymétrique, c'est-à-dire si X en relation avec Y et Y en relation avec X, alors X égale Y. Est-ce que cette relation est antisymétrique? Oui. Si X inférieur ou égal à Y et Y inférieur ou égal à X, bien évidemment, il s'agit du même réel. Donc oui, cette relation est antisymétrique. Transitive maintenant, est-elle transitive? Si X en relation avec Y et Y en relation avec Z, est-ce que ceci implique que X en relation avec Z?
Oui, si x inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à z, ça implique que x inférieur à z. Donc encore oui. Donc cette relation, la relation inférieure ou égale, soit j'écris comme ça, cette relation est une relation comment? D'ordre. Donc voilà, c'est une relation d'ordre sur R. Mais regardez maintenant, si je change sur Z, oui, ça reste une relation d'ordre sur Z. Donc juste, on va considérer X, Y, deux antirelatifs. Sur N, c'est une relation d'ordre. Mais sur C, il y a un problème. Est-ce que vous pouvez comparer, par exemple, 1 plus I et 1 moins I, par exemple? Bon, réellement, on peut pas comparer de nombres complexes. On a l'habitude de comparer les deux modules de deux nombres complexes, module de Z et module de Z', parce que ce sont deux réels. Mais d'une façon générale, on ne compare pas, on n'a pas une relation d'ordre sur C. J'arrive maintenant à la deuxième partie de cette séance où on veut parler de l'arithmétique dans Z. Donc, tout d'abord, j'introduis le mot arithmétique vient du grec. Arithmos, c'est le nombre. Donc, l'arithmétique, c'est la théorie des nombres ou bien la science des nombres. Et juste, je voulais citer la célèbre conjecture énoncée en 1742. Qui dit la chose suivante. Tout entier pair plus grand que 3, c'est-à-dire 4 ou bien 6 ou bien 8 ou bien 10 ou bien 12, ainsi de suite, un nombre pair plus grand que 3, on peut l'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Bon, deux nombres tout entier pair s'écrit comme la somme de deux nombres premiers. Si vous voulez, vous pouvez vérifier sur quelques nombres, des cas particuliers. Choisissez n'importe quel nombre, 2000, je sais pas, n'importe quel deux nombres. On peut l'écrire comme la somme de deux nombres, bien sûr, n'importe quel nombre pair, tu peux l'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on ne dispose pas d'une démonstration mathématique de ça. Donc, juste, on pourra vérifier ça sur quelques exemples, mais on ne dispose pas d'une démonstration pratique. Donc voilà, on va commencer maintenant notre chapitre ou bien notre module arithmétique dans Z. Je vais définir qu'est-ce qu'un diviseur, qu'est-ce qu'un multiple. Juste, je rappelle les notions. Donc on dit que A divise B là, je dis que A divise B, c'est quoi? Lorsque B, c'est un multiple de A. B s'écrit comme A fois un entier relatif. Pour la notation, je fais comme ça. A bar B. Pour dire que A divise B. Il faut faire attention. C'est pas une fraction. C'est pas A sur B, hein. A, c'est un diviseur de B. C'est-à-dire B qui est multiple de A. Il faut faire attention. Donc ici, par exemple, tout entier, 1 divise tout entier relatif. 1 divise 2, 1 divise 3, 1 divise 4. 1 divise 0, pourquoi? Parce que 0 s'écrit comme 0 fois 1. Donc, vous voyez, je peux dire que 1 divise 0. Donc, juste, il faut faire attention, cette notation, c'est pas n sur 0, c'est pas une fraction, mais plutôt, je veux dire que n divise 0, c'est-à-dire 0, c'est un multiple de n. 0 est un multiple de 0, c'est-à-dire 0 égale 0 fois 2, 0 fois 0. Donc, 0, c'est un multiple de 0. 5, c'est un diviseur de 10. Donc, 10, c'est un multiple de 5. 3 divise 9. Donc, 9, c'est un multiple de 3. 2 divise 6. C'est-à-dire 6, c'est un multiple de 2. Ainsi de suite. Donc, voilà quelques propriétés sur les diviseurs. Si A divise B et A divise C, alors A divise la somme. Donc, je peux voir, juste pour voir les propriétés, au lieu de dire A divise B, c'est mieux, bon, à mon avis, de dire B, c'est un multiple de A, C, c'est un multiple de A, donc B plus C, c'est un multiple de A. Bon, je vois ça, c'est plus naturel. B s'écrit comme A fois quelque chose, C s'écrit comme A fois quelque chose, donc je peux mettre A en facteur finalement. Donc B plus C, c'est un multiple de A. Bien sûr, la réciproque est face. On peut avoir ici 7 plus 3 qui est 10. 10 est un multiple de 2. Mais je peux pas dire que 2 divise 7 et 2 divise 3. Non, ça c'est faux, bien sûr. Donc, cette implication est correcte dans ce sens-là. Si, alors, même chose là, si A divise B ou bien A divise C,
Alors, A divise le produit. Bien évidemment, si C est un multiple de A, alors je multiplie d'une part et d'autre par B, ça reste un multiple de A. Bon, ici, si A divise B et C divise D, alors A fois C divise B fois D. Ici, ce sont deux propriétés, bien sûr, c'est pas à apprendre à tête comme ça, on va lire ces propriétés comme ça, mais ce sont des propriétés naturelles qu'on puisse voir lors d'une démonstration. Juste, on peut imaginer que lorsque A divise B, j'écris B, c'est la forme A fois K. Et j'utilise ces formules-là. Maintenant, ce qui m'intéresse, la congruence. Alors, quand je dis que j'écris cette notation, voilà la congruence. 3, par exemple, est congru à 1 modulo 2, 25. C'est-à-dire quoi ça? Alors, regardons la définition. Je dis que A est congru, ou bien même j'accepte égal si tu veux dire. A est congru à B modulo n, c'est quoi? Si A moins B est un multiple de n. La différence entre A et B, c'est un multiple de n. Regardez, par exemple, la différence de 3 et 1, c'est 2. 2, c'est un multiple de 2. Donc, j'écris 3 est congru à 1 modulo 2. Voyons ça. 25 moins 4, ça fait 21. Et 21, c'est un multiple de 3. 21, c'est 3 fois 7. Ce dernier exemple, 26 moins 12, c'est combien 26 moins 12? 14. Et 14 est un multiple de 7. Donc, je peux dire 26 est congru à 12 modulo 7. Donc, regardez d'une façon générale comment je peux expliquer ça. Je dis que, voilà, X est congru à Y modulo N. On a dit, lorsque X moins Y est un multiple de N. C'est-à-dire quoi encore? X moins Y égale K fois N avec K dans Z. Multiple de N, donc c'est écrit comme N fois un entier relatif. Donc finalement, dire que X est congru à Y modulo N, c'est dire X égale Y plus K fois N avec K dans Z. Donc lorsqu'on a X égale à Y plus un multiple de N, j'écris tout simplement pour simplifier X égale à Y ou bien congru à Y modulo N. Maintenant, comment je peux voir la division euclidienne à l'aide de congruence? Bon, je rappelle la division euclidienne. Si on a deux entiers relatifs A et B, A c'est un entier quelconque, B non nul, alors je peux écrire A égale B fois Q plus A. Vous vous rappelez, on a vu un théorème de division euclidienne sur les polynômes. Donc ici, on a dit que la division euclidienne de A par B, c'est écrire A sous la forme BQ plus R, avec R c'est un réel, strictement positif, R c'est un entier relatif, strictement inférieur à B en valeur absolue, et supérieur égal à 0. Q s'appelle le quotient, et R le reste de la division euclidienne de A par B. Donc, juste avant de donner la définition à l'aide de congruence, je donne un exemple pour voir c'est quoi la division euclidienne. Par exemple, ici, si je veux diviser 5, la division euclidienne, là, je divise A égale à 5, B égale à 2. Par exemple, je cherche Q et R tel que R est positif et inférieur à la valeur absolue de B, donc inférieur à 2, Q un entier relatif quelconque, et tel que 5 égale Q fois 2 plus R. Donc, vous voyez, 5, si je divise 5 sur 2, qu'est-ce que je vais trouver? 2, 2 fois 2, ça fait 4, et le reste égale 1. Donc, je peux écrire égale 2 fois 2 plus 1. Donc, le quotient égale à 2, le reste égale 1. Si je divise 75 par 3, donc c'est-à-dire je veux chercher le quotient et le reste, il faut que le reste soit positif, strictement inférieur à B, c'est-à-dire à 3,
et le Q soit un entier relatif quelconque. Comment je trouve ça? Voilà, je divise 75 sur 3. 7 sur 3, ça fait 2. 2 fois 3, c'est 6. Il me reste 7 moins 6, c'est 1. 15 maintenant. 15 sur 3, c'est combien? C'est 5. 5 fois 3, c'est 15. Et le reste, c'est 0. Donc, je peux dire 75 est égal à 3 fois 25 plus 0. Le quotient, c'est 25. Le reste est 0. Bien sûr, ici, ce sont des exemples simples. Par exemple, voilà, sur 2, encore, c'est 60 et le reste est égal à 1. Tu peux faire le calcul, bien sûr. Donc, 121 égale 2 fois 60 plus 1. Le quotient, c'est 60, le reste est égal à 1. Ainsi de suite. Donc, voilà la division euclidienne d'un entier A par un entier B. Comment je peux écrire ça maintenant à l'aide de congruence? Je peux écrire 121 est congru à 1 modulo 2. Pourquoi? Parce que 121 égale à 1 plus un multiple de 2. Même chose ici, je peux écrire ça 75 est congru à 0 modulo 3. Parce que ici, on voit 0 plus un multiple de 3. D'où la remarque suivante. Si, dans un seul sens, si A égale à BQ plus R, avec que le quotient R et le reste, alors A moins R, c'est un multiple de B, et donc A est congru à R modulo B. Jusque sur quelques exemples, on effectue la division euclidienne, par exemple, de 134 par 9. Donc, voilà, on va effectuer la division euclidienne de 134 divisé par 9. Qu'est-ce qu'on va trouver? Vous avez la méthode, trace sur 9 égale à 1. 1 fois 9, c'est 9. Je fais la différence. Ça fait 4. Maintenant, 44 sur 9, ça fait 14, 4, donc 4 fois 9, ça donne 36. Je fais la différence, je trouve 8. Donc, voilà, 8, je peux pas diviser 8 par 9. 8, c'est strictement inférieur à 9. Donc, je m'arrête là et je dis 134 alors égale 9 fois le quotient qui est 14, plus le reste qui est 8. Et donc, je peux écrire ça à l'aide de congruence. 134 est égal alors ou bien congru à 8 modulo 9. On termine cette séance par cet exercice. Soit R, la relation définie sur Z par X en relation avec Y signifie que X est congru à Y modulo 5. Donc, c'est ça notre relation. Montrez tout d'abord que R est une relation d'équivalence, bien sûr, sur Z. Et puis, cherchez les classes d'équivalence, classe de 0, classe de 1, classe de 2, classe de 3 et classe de 4. Alors, on peut commencer par la première question. Montrez tout d'abord que R est une relation d'équivalence. Alors, je te rappelle, une relation d'équivalence, c'est-à-dire elle est réflexive, symétrique, et transitive. Et donc, on va essayer de vérifier propriété par propriété. Je commence par la réflexivité. Est-ce que tout élément est en relation avec lui-même? Donc, si je considère un entier relatif Z, est-ce qu'on a X est en relation avec X? Est-ce qu'on a X est congru à X modulo 5? Bon, je te rappelle que X congru à X modulo 5, c'est-à-dire la différence qui est 0, X moins X, égale un multiple de 5. 5 fois K avec K dans Z.
Donc, est-ce qu'on a cette propriété? Est-ce que x moins x est un multiple de 5? Oui, bien évidemment, 0 s'écrit comme 0 fois 5. Donc, 0, c'est un multiple de 5. Donc, qu'est-ce que je peux dire là? X moins x égale 0 fois 5. Bon, égal à 0, mais 0 fois 5, c'est 0. Et donc, x égale, ou bien congru à x, modulo 5. Ceci signifie que x est en relation avec x. C'est bon, je dois montrer la réflexivité. La symétrie maintenant. Si je considère x et y cette fois, est-ce que le fait que x est en relation avec y implique que y en relation avec x? Bon, j'écris la relation. La relation, c'est x est congru à y modulo 5. Et ceci signifie que x moins y est un multiple de 5. Et donc, si je multiplie par moins 1, je trouve 5 fois le k avec k, un entier relatif. Donc, moins k aussi, il est dans z. Et d'où je peux dire que y est congru à x modulo 5, parce que y moins x, c'est un multiple de 5 en k. Et donc, ceci implique que y est en relation avec x. Donc, le fait que x égale en relation avec y implique que y en relation avec x, d'où la relation est symétrique. La transitivité maintenant. Bon, je rappelle la transitivité, c'est-à-dire si on a trois éléments, x, y, z, tels que x en relation avec y et y en relation avec z, alors x en relation avec z. Donc, je rappelle la transitivité. Quand je dis que la relation est transitive, lorsque je considère trois éléments, donc soit x, y, z, dans l'ensemble des entiers relatifs, tels que quoi? Je suppose quoi? Tels que x en relation avec y et y en relation avec z. Et mon but, est-ce que, donc attends, x en relation avec z, c'est ça la transitivité. X en relation avec y, y en relation avec z, est-ce que je peux passer à la relation? Donc x sera en relation avec z. C'est ça la question. X en relation avec y signifie quoi? Donc ça c'est donné. X en relation avec y et y en relation avec z. Ça c'est donné. X en relation avec y signifie que x est congru à y modulo 100. Et y en relation avec z, c'est-à-dire y est congru à z modulo 100. Je continue. Ceci implique que x moins y est un multiple de 5, égal à 5 fois un entier relatif. Et ceci implique que y moins z est un multiple de 5. Donc 5 fois k', toujours k' est un entier relatif. Et donc maintenant, est-ce qu'on a la relation entre x et z? Ces deux égalités impliquent quoi? Que x moins z, je peux l'écrire que x moins y plus y moins z. Mais x moins y égale à 5k. Et y moins z égale à 5k'. Je peux mettre 5 en facteur, k plus k'. Et donc, je remarque que x moins z aussi, c'est un multiple de 5. Et ça, c'est ça, ma relation, ça. Donc, je peux dire que x est congru à z modulo 100. C'est-à-dire, x est en relation avec z. Bon, la relation est bien transitive. C'est quoi la conclusion? La relation R est une relation d'équivalence. Les classes d'équivalence maintenant. Classe de 0, c'est quoi?
La classe de 0, on a dit c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont en relation avec 0. Donc l'ensemble des y dans z, tel que 0 moins y est un multiple de 5. Donc autrement dit, y moins 0, c'est notre que y. Y égale 5 fois k, avec k dans z. Donc, la classe de 0, ce sont les multiples de 5. C'est-à-dire, quels sont les multiples de 5? 0, 5, 10, 20, 15, moins 5, moins 10, moins 15, tous les entiers relatifs multiples de 5. C'est quoi maintenant la classe de 1? La classe de 1, c'est l'ensemble des entiers relatifs qui sont en relation avec 1, c'est-à-dire y moins 1 et ici j'ai écrit y est congru, est congru à 0 modulo 5. Hein. Donc y moins 1 est un multiple de 5, donc égale 5 fois k, avec k dans z. Et donc c'est l'ensemble des entiers relatifs qui vérifie quoi? Y égale à 5k plus 1. Avec k dans z. Donc, c'est l'ensemble des entiers qui s'écrivent sous la forme un multiple de 5 plus 1. Par exemple, 1, 6, 11, parce que 11 s'écrit comme 10, plus 1 multiple de 5 plus 1. 16, 21, 26, ainsi de suite. Encore les négatives. Donc, un multiple de 5 plus 1, je peux dire moins 4. Parce que moins 4, je peux l'écrire moins 5 plus 1. Donc, un multiple de 5 plus 1. Moins 9, encore, je peux l'écrire moins 10 plus 1. Donc, un multiple de 5 plus 1, ainsi de suite. La classe de 2, c'est l'ensemble des entiers relatifs qui vérifie quoi? Y est congru à 2 modulo 5. C'est-à-dire, l'ensemble des entiers relatifs qui vérifient quoi? Qui s'écrivent sous quelle forme? Y moins 2, c'est un multiple de 5. 5 fois k. Avec k dans z. Et donc, ce sont les entiers relatifs qui s'écrivent sous la forme multiple de 5 plus 2. Donnez-moi un exemple. Un multiple de 5 plus 2. Par exemple, 7. 2 aussi. 2, 7, 12, 17, 22, ainsi de suite. Les négatifs maintenant. Un multiple de 5 plus 2. Moins 3, très bien, parce que moins 3 s'écrit comme ça. Moins 5 plutôt, plus 2. Un multiple de 5 plus 2. Moins 8, parce que moins 8 s'écrit comme moins 10, c'est un multiple de 5 plus 2. Ainsi de suite. Donc, vous avez remarqué que la classe de 0, ce sont les multiples de 5. La classe de 1, ce sont le multiple de 5 plus 1. La classe de 2, ce sont les entiers qui s'écrivent sous la forme multiple de 5 plus 2. Vous pouvez de la même façon montrer que la classe de 3, c'est quoi? C'est l'ensemble des entiers relatifs qui s'écrivent multiple de 5 plus 3. La classe de 4, la même chose. Voilà, j'espère que c'est clair. Je passe maintenant à définir le PGCD et le PPCM de deux entiers relatifs. PGCD, c'est-à-dire quoi? Le plus grand diviseur commun. Donc, on va chercher tous les diviseurs communs entre A et B et on va considérer le plus grand qui est noté D. Donc, D, c'est le plus grand diviseur commun de A et B. Donc, certainement, D est positif. Donc, ici, 2 et 4. Voilà la notation juste, pardon. La notation. Ici, on dit que D égale le PGCD. Si vous voyez ce symbole, c'est le PGCD. Ou encore, on écrit comme ça en gras PGCD. Donc ici, le PGCD de 2 et 4. Les diviseurs de 2. Il y en a le 2 et le 1. Le diviseur de 4. Il y en a le 2, le 1 et le 4 lui-même. Donc le plus grand commun, c'est 2.
3 et 4. Donc, les diviseurs de 3 sont 1 et 3. Les diviseurs de 4 sont 1, 2 et 4. Bon, on voit qu'un seul diviseur commun qui est le 1. Moins 5 et 15. Les diviseurs positifs, là, parce qu'on cherche le plus grand finalement. Donc, on s'intéresse aux diviseurs positifs. Il y en a le 5 et on a le 1. Encore pour le 15, il y en a le 1, 5, 10, 3. Donc, il y en a plusieurs diviseurs là, mais le plus grand, c'est quoi? C'est 5. Donc, le plus grand diviseur entre 15 et moins 5, c'est 5. Même chose ici, vous pouvez dire que le plus grand diviseur comme entre moins 3 et moins 9, c'est 3. Parce que 3 divise moins 3, 3 divise moins 9, et c'est le plus grand diviseur. Maintenant, d'une façon générale, comment je peux déterminer le diviseur commun, le plus grand diviseur commun de deux entiers relatifs A et B? Il y a ce qu'on appelle l'algorithme de Clé. L'algorithme de Clé me permet de déterminer le PGCD de deux entiers relatifs. Regardez comment, sur un exemple, comment je peux déterminer le PGCD de deux entiers relatifs A et B. Je considère comme exemple A égale 187, B égale 57. Et la question, déterminer le PGCD entre A et B, le plus grand diviseur commun de A et B. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je considère le plus grand et je divise par 57. Je cherche la division euclidienne de 187 par 57. Je fais la division. Vous voyez qu'ici, si je fais la division, je vois 3. Et le reste, donc 3 fois 7, c'est 21. 3 fois 5, c'est 15. Avec le 2, ça fait 17. Je fais la différence. Je trouve 16. Donc, je peux dire, d'après la division euclidienne, 187 égale 3 fois 57 plus 16. Donc, ici, ça, c'est le premier reste. 16. N'oubliez pas, on a divisé 187 sur 57. Pourquoi? Parce qu'on cherche le PGCD de ces deux chiffres. Deuxième étape maintenant de l'algorithme de Klecht. Qu'est-ce que je fais? Je divise maintenant 57 par 16. Je fais cette division. 57 sur 16. Donc, je vois la division, c'est 3. 3 fois 16. Ça fait 48. Et donc, le reste, je fais la différence. 9. Donc, je peux dire que 57 égale 16 fois 3 plus 9. Donc, le deuxième reste de la deuxième division euclidienne, c'est quoi? C'est 9. Le premier reste, c'est 16. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant comme troisième étape? Je divise 16 par 9. Donc, on divise 16 par 9. Je pense que c'est simple maintenant. 16 sur 9. Il y en a une seule 9. Et le reste, c'est combien? 7. Très bien. Bon. Je peux dire que 16 finalement égale 1 fois 9 plus 7. Regardez. Le reste, maintenant le reste était 9 dans la division 2. Maintenant le reste est égal à 7 dans cette division. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va diviser 9, si vous avez bien compris, 9 par 7. Je veux faire la division directement. 9 égale 1 fois 7 plus 2. Donc, on a un nouveau reste maintenant. J'ai divisé 9 par 7, j'ai trouvé 2. Et finalement, je divise 7 par 2. 7 égale 3 fois 2 plus 1. Donc, j'ai trouvé maintenant le nouveau reste, c'est égal à combien? C'est 1.
L'ancien, c'est 2. Je divise 2 par 1. 2 égale 2 fois 1 plus 0. Finalement, le reste égale 0. Alors, c'est quoi le PGCD? Le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Donc, le PGCD de 187, on a commencé par 187 et 57, est égal à 1. Donc, c'est quoi la procédure? Qu'est-ce que j'ai fait là? Je divise, je note ça c'est A. Je note ça, c'est R0. Je divise A par R0, je trouve un premier reste que je veux noter par 1, R1. Et puis, je divise R0 par R1. Je trouve un deuxième reste, R2. Ensuite, je divise R1 par R2. Je trouve R3. Ensuite, R2 par R3. Je trouve R4. Ainsi de suite jusqu'à trouver un reste nul. Et le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Voilà ce qu'il dit l'algorithme de Claude. Donc, théoriquement, si je reviens à la présentation, voilà, théoriquement, on fait des divisions euclidiennes successives jusqu'à avoir un reste nul. Donc, si le premier reste est nul, c'est bon. Donc, R0, c'est le PGCD. Sinon, si le reste est non nul, j'effectue la division euclidienne, je trouve R1. Si R1 est nul, c'est bon, je m'arrête. Sinon, j'effectue une deuxième division euclidienne et je fais comme ça jusqu'à avoir un reste nul. Lorsque je trouve un reste nul, le PGCD entre A et B et le dernier reste non nul dans le processus de la division euclidienne. Voilà, on s'arrête là pour cette séance et à la prochaine.